Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts pour 4 coins de terre, heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu. Heureux ceux qui sont morts sur un dernier haut lieu, parmi tout l'appareil des grandes funérailles. « 1er août 1914, un samedi, 500 000 Français, nos pères et nos grands-pères s'en souviennent encore. Toutes les cloches de France se mettent à sonner le tocsin. Toutes les mairies se couvrent de drapeaux. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Et la France se dresse comme un seul homme pour défendre le sol sacré de la patrie. Une patrie dont les instituteurs de village avaient gravé le nom dans le cœur de chaque petit Français. Pour Marc Ferraud, universitaire et historien, cet amour de la patrie explique l'élan unanime de 1914. Pour Charles Péguy, comme pour tous les Français, le sens de cette guerre ne faisait aucun doute. Il défendait la République, il défendait la patrie. Au reste, depuis leur enfance, à l'école, on leur avait enseigné que l'ennemi et la mort viennent toujours du Prussien. C'est lui, leur disait-on, qui, en 1870, avait provoqué la guerre, avait mis le feu à la cathédrale de Strasbourg. C'est lui qui avait anéanti nos braves régiments de cuirassiers dans les houblonnières de Reichshoffen. C'est encore lui qui avait ouvert cette plaie saignante au flanc de la patrie, arrachée à la France ses 2 provinces, ses 2 enfants chéris, l'Alsace et la Lorraine. On comprend que dans ces conditions, l'idée de la revanche soit populaire, qu'elle soit ressentie par toute la nation. Et dans la guerre qui menace, on voit une guerre de défense de la patrie, de revanche peut-être pour retrouver ces 2 provinces, mais surtout une guerre pour défendre le territoire national, pour défendre le sol de la patrie. Derrière la ligne bleue des Vosges, le Prussien piétine depuis 40 ans le sol de la patrie, une patrie mutilée. Symbole de sa conquête, il a fait restaurer le château du Haut-Königsbourg, nid d'aigle qui domine la plaine d'Alsace. L'empereur d'Allemagne, le Kaiser Guillaume II, qui a des goûts romantiques et baroques, aime venir rêver ici, dans ce décor wagnérien, de nouvelles aventures pour la race des seigneurs germaniques. C'est son grand-père, le roi de Prusse, qui, après la victoire de 1870 contre la France, a réuni 22 États allemands pour en faire le Deuxième Reich. Le général Graf von Hülsen, qui a 79 ans, appartient à une des plus vieilles familles prussiennes. Il a bien connu ce château dans son enfance. Mon père était le chef du bureau militaire de l'empereur Guillaume et mon parent. J'ai commencé mon service en hiver 1913 à 14 dans le même régiment que mon père et mon grand-père, dans le 1er régiment de la garde impériale, le régiment des grenadiers Alexandre Ier. Comment était l'empereur Guillaume? Un grand chef, très vénérable, et pour nous, les enfants, comme un père. Un père, le Kaiser, pour les Français, c'est plutôt un épouvantail. Un curieux homme, en fait, ce Guillaume II, à la fois autoritaire et sentimental. Il adore les uniformes et les casques à pointe. Il ne supporte pas qu'on le contredise. Pour lui, la Prusse est un État modèle qui doit servir d'exemple au monde. Un monde caporalisé, où tous les hommes, même les civils, marcheraient d'un même pas, le pas de loi. Où l'armée et l'État ne font qu'un. Un monde fondé sur la force, la volonté de puissance, la guerre, et sur une politique impérialiste, le pangermanisme. Et au service de cette politique, la meilleure armée du monde.
L'Allemagne possède aussi l'industrie la plus dynamique d'Europe, fondée sur le charbon de la Ruhr et sur le fer de la Lorraine, comme l'explique le professeur Werner, directeur de l'Institut allemand d'études historiques. Dans l'Empire allemand de 1914, il n'y avait pas seulement la cour et l'armée. Il y avait aussi l'industrie, et particulièrement l'industrie lourde. Alors, le fait important, c'est que cette industrie allemande est assez récente en 1914. Dans un cadre plus général, il faudrait peut-être signaler que la population allemande dans les grandes villes, au-dessus de 100 000 habitants, s'est développée en 40 ans de moins de 2 millions à 13 millions et demi. Quant au budget militaire, lui aussi est passé du simple au double de 1905 à 1913. À l'enterrement de Frédéric Alfred Krupp, le grand maître de forge de la Ruhr en 1902, l'empereur Guillaume lui-même mène le deuil, entouré de ses généraux et de ses barons de l'industrie. Car c'est dans les usines Krupp que se forgent les armes du pangermanisme. Guillaume, qui est le petit-fils de la reine Victoria et qui a été élevé à la cour de Londres, a aussi donné à l'Allemagne une flotte à la hauteur de son armée. Il en a même fait la deuxième du monde. Pour quelle aventure, se demande avec indignation l'Angleterre qui n'entend partager l'empire des mers avec personne et qui s'inquiète de voir le Kaiser faire joujou avec sa flotte. Avec un dynamisme explosif, l'Allemagne réclame déjà un nouvel espace vital, à l'est comme à l'ouest. Elle a pris la tête de la grande famille germanique, où le vénérable empire d'Autriche-Hongrie ne fait plus figure que de brillants seconds. Dans le palais ducal de Nancy, le dernier descendant de la grande dynastie autrichienne, Otto de Habsbourg, évoque le rôle de ses ancêtres. Au cours des siècles, l'Empire austro-hongrois a incontestablement joué un rôle très important dans le développement du continent européen. Cela d'ailleurs est inscrit dans la géographie. La carte nous montre que l'Empire d'Autriche-Hongrie se trouvait au centre même de notre continent. Ce qui était encore peut-être plus important était le fait que les grandes lignes des forces, nord-sud et est-ouest, se croisaient exactement dans cette Europe centrale. D'où une position stratégique et politique fort importante. Cela d'ailleurs était encore souligné par un autre fait, c'est que l'Autriche-Hongrie, groupée dans un territoire relativement restreint mais hautement stratégique, 12 nationalités majeures et tout un foisonnement de langues. Il fallait donc un facteur unificateur pour unifier cette région, pour la rendre politiquement vitale et capable. Cet immense empire reposait uniquement sur la dynastie des Habsbourg. Quand le jeune François-Joseph monta sur le trône en 1848, il était encore un des monarques les plus puissants d'Europe. Mais il allait être accablé par le destin. Sa femme, la belle Sissi, assassinée. Son fils unique, Rodolphe, suicidé à Mayerling. Son frère Maximilien, fusillé au Mexique. En 1914, le vieux François-Joseph règne depuis 66 ans sur un empire usé, fatigué comme lui, et qui comprend 10 millions d'Allemands, 12 millions de Hongrois et 25 millions de Slaves. Un empire déchiré entre le pangermanisme et le panslavisme. À l'Est, en effet, le tsar de toutes les Russies, Nicolas II, s'est proclamé le protecteur naturel de tous les Slaves. À ce titre, il soutient les nationalistes d'Europe centrale qui veulent se débarrasser des Habsbourg. Nicolas est un pacifiste, mais son armée, battue par les Japonais et secouée par la révolution de 1905, ne rêve que d'en découdre. Rien de tel qu'une bonne petite guerre pour remettre le pays au pas. Aussi Vienne et Saint-Pétersbourg se disputent déjà les dépouilles de l'homme malade de l'Europe, le sultan de Constantinople, Abdulhamid, dont le vieil empire ottoman se désintègre lentement.
Et voilà comment les Balkans sont devenus une poudrière, où les Grecs, les Bulgares, les Turcs, les Serbes, alliés un jour, ennemis le lendemain, se font la guerre. En fait, ils ne sont que des pions entre les mains de l'Autriche et de la Russie. Autour de la poudrière des Balkans, l'Europe se divise alors en deux blocs. D'un côté, la Triplice, qui unit l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, entraînant dans leur camp une Italie réticente. D'un autre côté, la Triple Entente, c'est-à-dire la France et la Russie, qui ont un ennemi commun, l'Allemand, et la Grande-Bretagne qui se fait pourtant encore tirer l'oreille. Raymond Poincaré, le président de la République française, en visite à Londres en juin 1913, se donne beaucoup de mal pour séduire le roi d'Angleterre George V. Car si les Anglais sont d'accord pour l'entente cordiale, ils refusent encore tout accord militaire. D'ailleurs, la France elle-même est divisée. Poincaré, patriote lorrain, a obtenu du Parlement la loi de 3 ans. Le 14 juillet 1913, il remet ses nouveaux drapeaux à l'armée française qui dispose maintenant de 640 000 soldats contre 760 000 Allemands. Mais en mai 14, les élections amènent au Parlement une majorité de gauche, socialiste et pacifiste. Va-t-elle remettre en cause cette politique de défense nationale qui l'inquiète? Sous le couvert de la défense nationale, l'armée sert d'instrument à la répression sociale. Et l'armée sait bien que l'ennemi numéro 1, ce sont les socialistes, et peut-être encore plus les anarchistes. C'est pour ça qu'en France, où les luttes politiques sont très vives, à la veille de la guerre, des listes ont été établies par l'armée et par le ministère de l'Intérieur pour savoir qui on arrêtera en cas de mobilisation pour empêcher les socialistes ou les anarchistes d'entraver la mobilisation et la marche vers la défense du territoire. Mais en fait, l'analyse de l'armée était fausse, comme l'était aussi celle des militants socialistes et anarchistes, parce qu'en 1914, ce raisonnement qui tenait à montrer que l'armée pouvait être un ennemi social était entièrement balayé par quelque chose de bien plus fort, l'instinct de la défense patriotique. Oui, en 1914, qu'ils soient de droite ou de gauche, tous les Français sont patriotes, et volontiers cocardiers. Nos étendards sur le berceau du monde. Dis-moi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu? Nos étendards sur le berceau du monde. Dis-moi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu? Les fils des soldats de l'an 2 et des grognards de Napoléon vont effacer l'humiliante défaite de 1870. Et au cours de ce beau printemps de 1914, chacun s'y prépare gravement. Ce sont les dernières grandes manœuvres de la Belle Époque. Chacun sent bien que la guerre est proche, une guerre inévitable. Quand va-t-elle éclater et comment? Jacques Chastenay de l'Académie française a vécu cette veille d'armes. Le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand et sa femme, la duchesse de Hohenberg, se trouvaient à Sarajevo, qui est une petite ville de Bosnie, dans l'extrême sud de la monarchie austro-hongroise. L'archiduc François Ferdinand était un homme assez raide, pas commode, mais qui avait la réputation d'être plutôt slavophile. Enfin, l'intention de l'archiduc François Ferdinand, quand il serait devenu empereur, était de créer un troisième État, un État slave dans le sud de la monarchie habsbourgeoise. Eh bien, cette intention faisait grand peur à la petite Serbie, au petit royaume de Serbie, qui craignait d'être absorbé par cet État slave que voulait créer l'archiduc François Ferdinand. Sarajevo, dimanche. L'héritier de l'Empire d'Autriche et sa femme sortent de l'hôtel de ville et montent dans leur voiture. Sur le parcours, un jeune étudiant de 18 ans, presque un enfant, se précipite et tire 2 coups de feu sur le couple impérial. L'archiduc et son épouse vont expirer 15 minutes plus tard. Immédiatement arrêté, le meurtrier avoue qu'il est serbe et qu'il appartient à une société secrète, la Main Noire. Je crois qu'objectivement, on peut dire que cet assassinat a été uniquement le catalyseur d'une situation déjà préexistante. Néanmoins, il faut reconnaître que là s'est révélée, dans toute son horreur,
la force destructrice du nationalisme qui a été la grande maladie de l'Europe au XIXe siècle. En effet, le bras de l'assassin était armé par les nationalistes serbes de Belgrade, derrière lesquels se trouvait l'immense puissance du panslavisme de la Russie. À Vienne, les affaires étrangères de la double monarchie étaient dirigées par le comte Berchtold, qui était un galant homme, mais un peu superficiel, et qui s'imaginait qu'on pourrait faire l'affaire qu'on pourrait serrer le cou de la petite Serbie, sans pour cela déclencher une guerre générale. Mais les Russes ne l'entendent pas de cette façon. Attention, disent-ils à Poincaré, qui vient en visite à Saint-Pétersbourg le 16 juillet. Si les Autrichiens touchent à la Serbie, nous volerons à son secours. Et Poincaré ne fait rien pour les calmer, au contraire. Il leur laisse entendre que la France sera à leur côté, quoi qu'ils fassent. Les généraux russes ne se le font pas dire deux fois. Quand l'Autriche remet un ultimatum à la Serbie le 28 juillet, ils arrachent au tsar Nicolas un oukase décrétant la mobilisation générale. Le parti belliciste a triomphé. Le tsar Nicolas est désormais le prisonnier de ses généraux qui veulent la guerre à tout prix. Et pour montrer combien ce parti était féroce, ce parti militaire belliqueux russe, à peine a-t-on arraché l'ukase de mobilisation générale au tsar qu'on coupe les fils réunissant le palais du tsar à l'état-major général pour que le pauvre tsar Nicolas ne puisse pas annuler l'ordre qu'il vient de donner. La Russie mobilise le 29 juillet. Désormais, l'engrenage est en marche. Plus rien ne pourra l'arrêter. Seuls les socialistes pourraient sauver la paix. En France, Jaurès, le grand tribun de la gauche, lance des appels désespérés contre la guerre. Mais il est bien seul. À ce moment-là, se tient à Bruxelles une réunion de la deuxième internationale socialiste. Et malheureusement, on se rend compte que cette internationale n'est guère internationale. Et tous les socialistes des différents pays se montrent plus nationalistes que vraiment socialistes. 2 jours plus tard, le 31 juillet, Jaurès est assassiné à Paris, rue du Croissant. Avec lui, disparaît le dernier apôtre de la paix. Je pense au mot de Luther. Il y a des jours où Dieu se lasse de la partie et jette les cartes sous la table. Eh bien, nous étions arrivés à ce moment-là. En effet, le 1er août, l'Allemagne mobilise dans l'enthousiasme et déclare la guerre à la Russie. La guerre sera fraîche et joyeuse, a promis le Kaiser. À Paris aussi, le gouvernement décrète la mobilisation générale. La mobilisation n'est pas la guerre, a déclaré Poincaré. Mais personne n'est dupe. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Cette fois, ça y est. C'est l'union sacrée, et ils partent joyeux, la fleur au fusil, nos pères et nos grands-pères, en criant « À Berlin, il faut en finir, c'est la der des der ». Les 3/4 des Français sont alors des paysans, rudes, disciplinés, bien pensants. Pour eux, le sol de la patrie, ce n'est pas une image, c'est la terre qu'ils labourent tous les jours et qui leur colle aux souliers. C'est avec ça qu'on fait les meilleurs fantassins du monde, affirme le colonel McCarthy, conservateur du musée de l'armée. Bergeron. Soldat Bergeron, 3e compagnie, 1re section. Repos. Alors voilà le soldat Bergeron. Il est dans la tenue de la mobilisation de 1914, qui se compose d'un képi sur lequel, en campagne, on a mis une coiffe en tissu bleu,
Il a sa cravate bleue, qui causait toujours un problème aux malheureux fantassins. Naturellement, il a une chemise que nous ne voyons pas. Par-dessus la chemise, la capote, avec les pans retroussés pour permettre une marche plus facile. Le pantalon Garance, les brodequins et les petites guêtres en cuir. Au ceinturon est attachée la baïonnette, que l'on appelle familièrement la Rosalie, et qui est une arme assez terrible, comme vous pouvez le voir. Je crois d'ailleurs que c'est une des baïonnettes les plus longues à l'époque, c'est la baïonnette française. L'armement essentiel du fantassin, c'était le fusil. Le fusil de 1914, c'est le fusil Lebel, modèle 1886-1893. C'est un fusil à magasin qui contenait 10 cartouches, 8 dans le magasin, une dans l'auget et une dans le canon. La portée utile de ce fusil était d'environ 1200 mètres, ce qui veut dire que pour un bon tireur, à 1200 mètres, on pouvait tuer encore son homme. La portée maxima était environ à balle perdue de 4 km. Avec le canon de 75, une arme étonnante pour l'époque, qui peut tirer 20 coups à la minute, on peut être tranquille. Nos armes feront merveille, affirment une fois de plus les généraux. À la tête des armées, un inconnu, Joseph Joffre, fils d'un tonnelier de Rivesaltes. Un polytechnicien qui a fait une obscure carrière coloniale dans le génie. Un général qui rassure. Il n'a même pas fait l'école de guerre, il n'appartient à aucun de ces clans militaires qui font peur. On l'a choisi pour sa bedaine républicaine et pour son intelligence tranquille, explique le colonel Jean de Lamaze. Il sait que, avant d'avoir décidé, il faut faire le décompte de ses moyens. Et il se penche sur la carte de France, il voit ces zones en rose, où ces raies de rivières à fortifier, les Belfort, les Nancy, Verdun et Maubeuge, et puis il sait, le gouvernement l'a tout de suite prévenu, qu'il ne fallait pas avoir trop grand, car nous n'avions droit qu'à la frontière franco-allemande. Il n'était pas question d'aller jusqu'à la mer du Nord. Les Anglais, avec lesquels nous essayons de négocier une entente cordiale, s'y opposent formellement. Les Belges, qui tiennent beaucoup à rester hors de ces disputes franco-allemandes et qui ne veulent montrer aucun penchant ni pour un côté ni pour l'autre, ne veulent absolument pas prendre contact avec notre état-major, ne veulent absolument pas que nous déployions des troupes sur la frontière franco-belge. Alors, finalement, Joffre n'a qu'un domaine assez limité. L'infanterie, reine des batailles. Baïonnette! Oh! La baïonnette, arme suprême. En avant! L'offensive emporte tout. Voilà les 3 grands principes de l'école de guerre en 1914. En face, les mitrailleuses allemandes. Feuerfrei! Bien sûr, les Français en ont aussi des mitrailleuses, mais ils les ont placées derrière l'infanterie. Les Allemands, eux, les mettent en première ligne. Et une fois de plus, ils sont en avance d'une guerre, estime le vice-président des arquebusiers de France, Guy Trapnat. Et voilà la fameuse mitrailleuse Maxim, modèle 1908, réglementaire de l'armée allemande pendant tout 1914. Elle tirait 450-550 coups minute, elle ne se déréglait jamais. Elle était très précise, elle portait à 4 km et elle faisait des ravages dans les rangs
des soldats français qui chargeaient sous le soleil. Cette mitrailleuse, quand elle était bien placée dans une zone d'intérêt, interdisait totalement la pénétration à l'infanterie. Les Français ne l'ont pas compris au début, ils l'ont compris après. Voyez-vous, ils l'ont compris après un mois d'offensive. Mais toute une génération de jeunes Français de 20 ans, en parfaite condition physique, avait été décimée par cet engin. Cet engin, voyez-vous, c'est vraiment la bête. C'est vraiment l'instrument de mort. L'ennui, c'est qu'elle fumait. Quand on tirait longtemps, elle fumait. Les mitrailleurs étaient décimés, c'est-à-dire qu'on les tuait à mesure qu'ils arrivaient. Voyez-vous, ils servaient de point de mire à toutes les grenades, à tout ce qui tirait. Tout convergeait vers les mitrailleuses parce qu'on savait qu'elles étaient dangereuses. Et pourtant, malgré ça, voyez-vous, on a toujours refusé du monde parmi les servants de mitrailleuses. Il y avait trop de servants de mitrailleuses qui se proposaient. Et qu'est-ce qu'ils étaient dans la vie? C'était des petits gars qui binaient les betteraves dans la campagne, qui coupaient du bois, qui faisaient un peu de mécanique. Derrière cette machine, ils étaient des dieux. Ils étaient vraiment des dieux. Ils avaient à leur merci, voyez-vous, juste avec un petit levier qu'ils avaient sous le doigt, même un général qui était en face d'eux. C'était rien du tout quand ils avaient cette machine entre les mains. Et les Allemands ont compris également qu'un uniforme qui n'était pas très visible, on ne peut pas dire invisible, ça n'existe pas, mais qui était très peu discernable dans la nature, était une arme précieuse en temps de guerre. L'uniforme était vert de gris. Vous voyez, il était felgros, c'est-à-dire gris campagne. Dans la pénombre d'un sous-bois, ça ne se voit pas. On voyait par contre les casques. C'est pourquoi, très tôt, ils ont mis des couvre-casques avec le numéro du régiment, de l'unité. Ils ont enlevé ensuite les numéros pour ne pas repérer les unités qui combattaient. L'officier, lui, l'officier, en principe, il n'a pas peur, surtout dans l'armée allemande. Un officier ne doit pas avoir peur. Alors il a gardé son casque, mais il comprendra très vite, parce que les officiers eux aussi disparaîtront. Une génération complète disparaîtra en 1914. Le plan du grand état-major allemand, le plan Schlieffen, est simple et brutal. La première armée doit passer par la Belgique, tant pis pour sa neutralité, foncer sur Paris, l'envelopper et en faire le siège, comme en 70. Le reste des forces allemandes dévalant par le nord doit encercler le gros de l'armée française. La France doit être mise à genoux en 6 semaines, car toute l'armée allemande doit se retourner ensuite contre la Russie. Le 3 août 1914, les Allemands attaquent, conformément au plan Schlieffen. La première armée allemande prend d'assaut les forts de Liège, traverse la Meuse et se rue à travers la Belgique. Le roi des Belges, Albert Ier, le roi chevalier, a refusé de les laisser passer. Il essaie courageusement de les arrêter. Mais que peut faire sa petite armée? Le monde entier est indigné. Violer la neutralité d'un petit pays, c'est une chose qui fait encore scandale à l'époque. Alors là, il y a eu une très forte réaction anglaise. Le ministre des Affaires étrangères britannique, qui s'appelait Sir Edward Grey, a prononcé un discours quasi belliqueux à la Chambre des communes. Et puis l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Berlin a apporté une sorte d'ultimatum au chef du gouvernement allemand, le chancelier de Bethmann-Hollweg, qui a eu un mot extraordinairement malheureux. L'ambassadeur d'Angleterre lui disait et le traité de 1839. Et alors le chancelier de Bethmann-Hollweg dit « Oh, c'est un chiffon de papier ». Piqués au vif, les Anglais se réveillent tout d'un coup. Le lendemain de l'invasion de la Belgique, le 4 août, ils déclarent la guerre à l'Allemagne. Pourtant, ils n'ont qu'une armée de métier, 300 000 hommes, pour 46 millions d'habitants. Une petite armée méprisable, a décrété le Kaiser. Il a tort de se moquer, car les 6 divisions du corps expéditionnaire britannique, dont les officiers ont appris à se battre dans la guerre des Boers, débarquent immédiatement sur le continent. Pendant ce temps, la première armée allemande traverse la Belgique. Devant cette menace qui vient du nord, que va faire l'état-major français? Que va faire Joffre? Attaquer à l'est. C'est-à-dire qu'il va attaquer partout où il le pourra. Alors, en Alsace, le vieux général Pau,
est autorisé à entrer le premier en Alsace. Et les pantalons rouges s'avancent vers les poteaux frontières, les arrachent, les abattent. C'est l'entrée des Français en Alsace. Un moment que les Français attendaient depuis 40 ans. Dragons en tête, les troupes françaises s'enfoncent jusqu'à Colmar, sans rencontrer de résistance. Hélas, c'est une fausse joie. Elles vont bientôt recevoir l'ordre de se replier sur les Vosges, car plus haut en Lorraine, tout va mal. Plus au nord, devant Nancy, Nancy qui est dans cette direction, le général de Castelnau dispose du fameux 20e corps de Foch. Et il reçoit l'ordre de le lancer comme un coin que l'on entre dans le dispositif allemand au sud de Metz. Cette avance en territoire annexé bute à Morhange sur une résistance et nos forces sont tellement matraquées que Foch et Castelnau sont obligés de replier et de revenir en arrière de la frontière. Dans son PC, le général Joffre se rend compte de la gravité, mais il pense que c'est un échec local. Et pour une fois, il décroche son téléphone, il n'aimait pas ça, certes. Il décroche son téléphone et il dit au général de Castelnau « Je compte sur vous pour me tenir Nancy ». Le soldat Georges Dupont a vécu ses combats acharnés devant Nancy. Il avait 21 ans. C'était son premier contact avec le feu. C'est là, dans cette plaine de Réméréville, que notre régiment, le 125, a été engagé contre les forces allemandes dans ces bois. Un tiers de l'effectif est resté sur le carreau. Et nous avons vu des faits inimaginables, une section entière couchée dans ce talus-là, pas un homme ne manquait, le tambour couché sur son instrument. On ne s'explique pas de quelle façon ils étaient morts. Le général nous appelle pour nous montrer un fait d'armes uniques. 2 soldats allemands et français chargeant l'un sur l'autre se sont embrochés dans leurs baïonnettes. À ce moment-là, le régiment a été obligé de battre en retraite. Nancy a tenu, mais ses premiers combats de la bataille des frontières ont causé des pertes inouïes. Et pourtant, faute de transmission, l'état-major ne se rend même pas compte de l'ampleur des sacrifices. Le commandant Gamelin, qui était auprès de Joffre, a raconté que le 21, le lendemain de Morhange, Joffre lui a dit « Eh bien, malgré cet incident de Morhange, tout va bien. La situation dans l'ensemble est excellente. Nous allons pouvoir multiplier nos attaques surprises. » Et ils lancent Lanzac dans la vallée des Ardennes face à Charleroi. Le soldat Eugène Le Lorrain est entré en Belgique avec son régiment, le 103e d'infanterie. Il y avait un brouillard à couper au couteau, on ne se voyait pas d'ici à vous, quoi. Et vers 8 heures, comme ça, le soleil s'est levé à 10 sous le brouillard, comme si on l'avait effacé avec une gomme. À ce moment-là, les habitants étaient en train... On venait au sauvetage de la Belgique, quoi, en vertu des accords, je sais pas quoi. Ils nous donnaient des tartines, tout ça. Tout d'un coup, le soleil a fondu le brouillard. On a reçu des giclées de mitrailleuses sans crier gare. Les pauvres gars, ils se sont rentrés chez eux. Je ne sais pas si j'ai eu une tartine, je ne me rappelle plus. Alors, aussitôt les positions de combat se sont faites. Ma section, première section, a été envoyée garder une issue. La deuxième section, je me rappelle, il m'a été raconté qu'on cherchait à dégager le village, quoi. Le capitaine, mon capitaine, le capitaine Faugière, l'a pris en commandement et est parti à l'assaut de mitrailleuses qui étaient derrière des tas de fumier dans les rues. Ils ont été ratatinés immédiatement dans une rue mitrailleuse. On ne savait pas ce que ça donnait, mais eux, ils le savaient. Nos gars ont été ratatinés. Et alors, sans doute, le commandement, il y a eu
un peloton de chasseurs qui est arrivé à son tour, et le lieutenant disant « Allez les enfants, on va montrer comment on meurt pour la France ». Ils se sont lancés, ils se sont fait ratatiner la même chose. Charleroi est un nouveau désastre. Il va falloir faire demi-tour. Le sous-lieutenant Pierre Barboux du 347e d'infanterie participe alors au combat de retardement avec sa section de mitrailleuses. Nous avons résisté, 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 et à la tombée de la nuit, les Allemands n'ont pas continué à tirer, mais nous, il a fallu nous retirer. Malheureusement, le bataillon de droite de mon régiment s'est replié, le bataillon de gauche aussi. On a oublié de me prévenir. Et je me suis trouvé seul dans la nature, et tellement seul qu'ayant envoyé un agent de liaison de chaque côté, je n'ai trouvé que le vide. Et des coups de feu qui se passaient à ma gauche, d'autres à ma droite. Et que faire? J'ai replié mon unité qui était accablée d'un échelon roulant comportant 13 chevaux, caissons et tout, et je suis passé au travers d'Attigny à la nuit tombante au milieu des troupes allemandes sans essuyer un coup de feu. Les Allemands étaient crevés, ils n'en voulaient plus, et nous aussi. On était harassés. On m'aurait attaqué à ce moment-là que je n'aurais rien pu faire, et les Allemands n'avaient pas envie de m'attaquer. C'était la grande fatigue. Maintenant, sur l'ensemble du front, c'est la retraite. 1 million de soldats refluent vers le sud. L'armée française est battue. Pourtant, ce n'est pas une déroute, mais un vaste repli stratégique. Joffre ne veut pas se laisser déborder sur sa gauche par la première armée allemande qui descend du nord. Pendant 10 jours, les armées françaises se replient en combattant jusqu'à la hauteur de la Marne, car Joffre a une autre idée derrière la tête. Joffre a une ampleur de vue extraordinaire. Il sait analyser les problèmes du point de vue politique, du point de vue technique, du point de vue militaire. Il mélange les axes. Or, comme on sait, le réseau rayonnant des chemins de fer français empêche un déplacement facile des troupes de l'Est vers le Nord. Joffre comprend ça tout de suite. Inutile, par des moyens impossibles, de transporter les troupes vers le Nord, il arrivera toujours trop tard. Il préfère reculer le plus possible, reculer jusqu'à la déroute apparente. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on est près de Paris, le jeu des transports joue en sa faveur et non plus en faveur des Allemands. En effet, près de Paris, l'axe des voies ferrées, le rayonnement des voies ferrées se présente comme ceci. Et nous avons des réseaux qui permettent de relier les lignes qui vont vers l'Est aux lignes vers le Nord. Par les lignes intérieures, Joffre peut déplacer ses troupes comme il veut, attaquer à l'endroit qu'il désire. Il n'y a que de courts déplacements à opérer. Alors que les Allemands, qui arrivent par le Nord, eux, ne peuvent plus déplacer leurs troupes, et le jeu du système ferroviaire joue désormais contre eux, et c'est ce qui donne l'avantage stratégique à Joffre. Grâce au chemin de fer, Joffre peut rameuter les divisions de la frontière et renforcer son centre avec une nouvelle armée, la 9e, qu'il confie au général Foch. Mais sur sa gauche, Paris est déjà menacé. Paris décrété camp retranché. Paris que le gouvernement a abandonné le 2 septembre pour se replier à Bordeaux en confiant tous les pouvoirs civils et militaires au général Gallieni. Gallieni rappelé au service pour sauver la capitale. Gallieni qui a eu Joffre sous ses ordres à Madagascar. En quelques jours, il organise les défenses, galvanise la population. J'ai reçu le mandat de défendre Paris contre l'envahisseur. Ce mandat, je le remplirai jusqu'au bout. Joffre lui a donné la 6e armée, l'armée Monoury, qui se met à creuser les premières tranchées de la guerre. Et pour remonter le moral des Parisiens, Gallieni fait défiler à travers la ville les renforts arrivés d'Afrique du Nord, tirailleurs et zouaves, qui montent au front, musique en tête. Les aéroplanes de reconnaissance surveillent les Allemands qui approchent. Ils ne sont plus qu'à 22 km. Mais le 2 septembre, les observateurs rapportent une nouvelle sensationnelle. Les colonnes allemandes sont en train de changer de direction. Que se passe-t-il? D'abord, on était obligé d'envoyer 2 corps d'armée au front de l'Est
parce que l'offensive russe a été déclenchée plus tôt que prévu. C'est à cause de cet affaiblissement numérique que le grand quartier général allemand ne pouvait plus envisager de faire un mouvement autour de Paris. Et il lui fallait chercher la décision à l'est de Paris, entre Paris et Verdun. Dans l'armée prussienne, qui l'eût cru, les commandants d'armée ont une grande autonomie de décision. Or, le général von Kluck, le chef de la première armée allemande, plus entraîneur d'hommes que stratège, s'est laissé griser par la poursuite. Il ne veut pas lâcher sa proie. La première armée de von Kluck avait traversé Compiègne, mais elle ne continuait pas sa lancée sur Paris et se tournait vers le sud et même vers le sud-est. Et finalement, elle amorçait une offensive à travers la Marne. Il faut dire aussi que von Kluck a été dans la pensée même du grand quartier général, c'est-à-dire d'en finir avec l'ennemi qu'on croyait déjà vaincu. Et c'était là son erreur. À ce moment-là, en effet, la guerre paraît bien perdue pour la France. Depuis 10 jours, les armées ne cessent de reculer, reculer, toujours reculer. Jusqu'où va-t-on aller comme ça? Au quartier général qui s'est replié à Châtillon-sur-Seine, dans le couvent des Cordeliers, Joffre est toujours muet. La France entière attend de lui une décision, un ordre. Imperturbable, solitaire, massif, il ne dit pas un mot. Dès qu'il est arrivé, dans une attitude qui lui est très coutumière, il s'est mis à califourchon sur cette chaise-là, la même chaise, et puis il a regardé la carte de la Marne, du Grand Morin, de la Seine et de l'Aube, que son état-major venait de lui renseigner. Cette journée du 5 a en effet été une journée extrêmement chargée et importante pour le général en chef. Pratiquement, il a eu plusieurs entretiens, soit par écrit, soit par téléphone, avec le général Gallieni. Gallieni, qui a une véritable hâte d'engager ses troupes pour accrocher le flanc droit de von Kluck et ne pas se laisser enfermer dans les fortifications de la ville de Paris. Pour une fois, Joffre s'est même déplacé aujourd'hui. Il est allé en auto à Melun voir le maréchal French, qui ne montre aucun enthousiasme pour modifier sa retraite vers le sud-ouest de la France. Et pour une fois, Joffre, là, chez le maréchal French, à Melun, cet après-midi, a montré des qualités de diplomate et d'orateur convaincant qu'on lui connaissait mal. Alors, le maréchal French donnait des explications un peu embrouillées, d'autant plus qu'il avait des consignes extrêmement strictes de Lord Kitchener pour ne pas se mettre sous les ordres de Joffre. Mais l'autorité de Joffre a joué dans cet après-midi. Tant et si bien qu'à un moment, Joffre s'énerve et dit un peu à tout le monde, mais voyons, mais bon sang, qu'est-ce qu'il raconte ce maréchal? Qu'est-ce qu'il me répond? Je ne comprends pas. Et Sir John Wilson, le chef d'état-major en second du maréchal French, qui connaissait bien Joffre, qui parlait un français impeccable, lui dit, mon général, le maréchal a dit oui. On n'est pas sûr qu'il ait dit oui, mais le oui a été enregistré et les Anglais ont fait demi-tour et sont partis en contre-offensive contre les Allemands. Alors Joffre prend le commandement et il demande au capitaine Galbert de lui rédiger une sorte de proclamation. En rase campagne, au cours de prises d'armes improvisées, on lit la proclamation de Joffre. Alors que s'engage la bataille dont dépend le salut du pays, le moment n'est plus de regarder en arrière. Une troupe qui ne peut plus avancer devra coûte que coûte garder le terrain conquis et se faire tuer sur place, plutôt que de reculer. Signé Joffre. Fini la retraite. On va se battre enfin, sur la Marne. À travers les rangs des troupes qui montent en ligne court la nouvelle. Ça y est les gars, on attaque. C'est pour demain. C'est le sursaut de la Marne. Les Allemands n'en reviennent pas que des hommes ayant reculé pendant 10 jours, à demi-mort de fatigue, puissent reprendre le fusil et attaquer au son du clairon. C'est là une possibilité dont il n'avait jamais été question dans nos écoles de guerre, écrit le général allemand von Kluck.
Sur un front de 250 km, 2 millions d'hommes sont maintenant face à face. On n'avait jamais vu ça. Et le 6 septembre, un dimanche, la bataille de la Marne commence. Dès la veille, dans l'après-midi, à l'ouest du front, l'armée de Paris, lancée en avant par Gallieni impatient d'attaquer, s'était heurtée à l'armée von Kluck. Un des premiers morts de cette bataille est tombé ici, devant cette rangée de peupliers. C'était un poète. Il s'appelait Charles Péguy. Il avait sous ses ordres le soldat Alphonse Tellier. Et les Allemands étaient dans le bord des peupliers, là-bas, sur le bord de la petite route de Neufmontier. Et on a attendu dans le fossé un bon moment. Et puis à un moment donné, il arrivait un officier d'ordonnance sur le terrain à cheval, un officier des tableaux marocains, un officier d'ordonnance. Il dit, qui commande la compagnie ici? Moi, capitaine Guérin. Moi, officier d'ordonnance, vous donnez ordre d'avancer ou je vous brûle. Aussitôt, capitaine Guérin et le lieutenant Péguy et de la Cornillière s'embouclaient en avant pour un bond de 30 mètres. On a fait le bond de 30 mètres. Il ne restait plus que le lieutenant Péguy pour commander la compagnie. Et la moitié des hommes étaient tombés. Alors, on a resté là quelques minutes, peut-être un quart d'heure, couchés par terre. Et le lieutenant Péguy nous a dit, on va refaire un bond de 30 mètres à mon commandement. Quand on a donné le commandement du bond de 30 mètres, on est parti et lui, il a reçu une balle. Au même moment, il a été tué net. Et il n'y avait plus d'officiers pour nous commander. On a fait le bond de 30 mètres, plus d'officiers, plus rien. Mais je suis certain qu'il y en avait toujours les 3/4 de la compagnie qui étaient tués. Déjà, c'était forcé. Nous partions d'une route pour faire 600 mètres à découvert, avec des pantalons rouges. C'était inouï de nous lancer. Et l'officier d'ordonnance qui nous a fait attaquer, et le commandant qui était en arrière n'en savait rien, à droite et à gauche, n'ont pas eu d'ordre. C'est juste nous qu'on a sacrifiés. Et vous, Péguy, vous le connaissiez bien? Je ne connaissais pas Péguy. J'étais un cutéreux, comme on dit, un campagnard. Vous saviez qu'il était un poète, qu'il avait écrit? Non, j'en savais rien. Je l'ai su qu'après. Bon, ça, je ne le connaissais pas. Un cutéreux ne va pas connaître un poète. Mais non. Il était bien pour vous? Il était bien pour nous. C'était plutôt genre père et de famille. Mais l'obéissance. L'obéissance. Près de 500 officiers et soldats sont morts ce soir-là autour de Péguy, dont la croix domine le champ de bataille du glacis de l'Ourcq, à 30 km de Paris. Et chaque jour, pendant 4 jours, 10 à 12 000 Français vont tomber ici, sur un front de 20 km, un tous les 5 mètres. Von Kluck, attaqué de flanc, fait faire demi-tour à ses avant-gardes, non pour fuir, mais pour tourner l'armée de Paris par le nord. Une manœuvre brillante. Il est déjà à Betz et marche sur Nanteuil-le-Haudouin. Gallieni comprend tout de suite le danger. Il faut envoyer des renforts et vite. Mais comment? Une idée. Les taxis. Gallieni réquisitionne les 400 taxis de Paris et 300 voitures de louage pour improviser le premier convoi motorisé de l'histoire militaire. Les agents de police les ont arrêtés dans la rue. « Hep, vous êtes réquisitionnés. On marche à la course ou au compteur ?» Au compteur. Et à raison de 5 hommes par voiture, 2 régiments, c'est-à-dire 4000 hommes, sont partis pour une destination inconnue. Une drôle de balade aux frais de la princesse. Toute la nuit on a roulé, on s'est arrêté, on est reparti. Une vraie pagaille. Et les voilà à l'aube à 50 km de Paris, essayant désespérément de dormir, comme tous les soldats du monde, tandis que les chauffeurs des civils, eux, se posaient des questions.
l'œil fixé sur le compteur qui marquait déjà 130 francs et 14 centimes. Ben, il m'a empêché de dormir toute la nuit, il me demandait des tuyaux. Moi, j'avais besoin de dormir comme les copains, mais il causait, quoi. Alors, j'ai pas replié de la nuit. On se demandait bien comment ça allait tourner, mais comme on appelait ça, on faisait pas retraite, on faisait un mouvement, quoi. Et à un certain moment, c'était un calme absolu, on entendit une patrouille de chevaux qui arrivait, c'était les dragons. Alors ils sont venus nous dire, attention, à partir de maintenant, vous êtes dans la zone de feu. Alors tenez-vous sur vos gardes et préparez vos armes. Ouais. Et vous vous êtes battu? Non, nous on n'a pas été engagés, on a reçu des machins, parce que les autres, ils devaient savoir qu'il y avait de la troupe là, on a reçu des obus, quoi. Eh bien non, les taxis de la Marne n'ont pas sauvé Paris, mais ils sont un symbole. C'est ainsi que naissent les légendes. Une autre légende aussi tenace, celle des marais de Saint-Gon qui auraient englouti la garde impériale, est le symbole, elle, des combats acharnés qui se livraient ici, au centre du front, pour la colline de Mondement. Cette hauteur domine les marais de Saint-Gon, qui étaient au milieu du dispositif du général Foch avec sa 9e armée. Lui-même, le général Foch, était au milieu du dispositif du général Joffre, commandant des armées françaises, et il a eu en face de lui la garde impériale allemande, ce qui prouve que là aussi, il était face à face avec le centre de l'effort des Allemands. Aussi, quand on parle du miracle de la Marne, on pense à ce haut lieu. Les hécatombes d'hommes français et allemands qui sont tombés sur ce mamelon boisé aux portes de ce château montrent la volonté des Français de ne pas se laisser déloger de ce piton auquel Foch tenait tellement. Nous pensons au régiment de Cholet, le 77e, avec son commandant de Beaufort, qui attaque en gants blancs, le pistolet à la main, en faisant sonner la charge par le clairon. C'est incroyable. Il est tombé naturellement, avant même d'avoir atteint le château. Il le savait, mais il fallait entraîner les hommes pour grimper sur ce fortin allemand. Les Allemands ont finalement abandonné Mondement, mais le 8 septembre, ils reviennent à la charge du côté des marais de Saint-Gon. La garde impériale, l'élite de l'élite, a reçu l'ordre d'attaquer à l'aube, par surprise, à l'arme blanche. Le général Graf von Hülsen était alors aspirant au 1er régiment des grenadiers de la garde. Dans ces forêts ici, là, Écurie le Repos et là, Normée, c'était la base de l'attaque. Le matin, 4 heures, commençait l'attaque subitement avec des baïonnettes au canon. Les officiers, les capitaines et les lieutenants en avant de leur compagnie et de leur section, l'épée au poing, le tambour battant et clairon nous animant, on se précipitait sur les divisions françaises. Le caporal Eugène Mazoué du 38e d'infanterie a subi le choc des grenadiers de la garde. La ligne allemande qui était là, n'est-ce pas, ils nous ont attaqués, ils nous ont refoulés jusqu'à la voie ferrée. Hein, et quand j'ai reçu la balle dans le ventre, hein, je me suis couché par terre comme un mort. Alors ils sont passés sur moi, je les ai partir derrière et à ce moment-là, ça a été la bagarre complète. Hein. Et il n'en est pas resté beaucoup, autant de Français que du côté des Allemands. Hein. Ça a été la dernière fois que les troupes de la garde ont attaqué ainsi? Oui, la dernière fois, et c'était la fin d'une époque. Oui, c'est bien la fin d'une époque. La fin des charges folles à travers les blés mûrs. La fin des casques à pointe. La fin des gants blancs et des pantalons Garance. La fin de la guerre fraîche et joyeuse. Les Allemands n'iront pas plus loin. Le général von Moltke se demandait précisément
la situation exacte des armées différentes avec lesquelles il avait des relations plutôt interrompues. Il y avait l'attaque de la 5e armée allemande à l'ouest de Verdun, qui ne réussit pas de faire la décision. Il y avait cette attaque au centre de la garde impériale, avec des succès initiaux vers Fère-Champenoise. Et il y avait surtout ce mouvement brillant de von Kluck à l'extrême ouest, c'est-à-dire ce contournement de presque toute la première armée vers les troupes françaises qui étaient sorties de Paris. Il a réussi à contenir ce nouvel adversaire, mais évidemment, il se formait par cela, entre la première et la deuxième armée, une trouée très dangereuse dans laquelle commençaient à s'infiltrer des troupes anglaises. La pensée de Moltke de faire une retraite pour sauvegarder l'armée dans une position meilleure est donc défendable, à mon avis. Le 9 septembre, les Allemands commencent le repli stratégique. En 3 jours, ils se retirent sur des positions défensives le long de l'Aisne, non sans laisser de nombreux prisonniers entre les mains des Français. Oui, c'est bien une victoire, une grande victoire. Les Allemands auront beau le contester, la bataille de la Marne a brisé l'élan des armées du Kaiser. Elle a sauvé la France au bord du désastre. Pour la première fois depuis le début de la guerre, Joffre le Sphinx sourit. Il pourra dire maintenant: je ne sais pas qui a gagné la bataille de la Marne, mais je sais bien qu'il aurait perdu. Les 10, 11 et 12 septembre, les Français s'arrachent dans l'émotion et la joie les communiqués de la victoire de la Marne. Mais déjà, à cette mi-septembre, à proximité de ce fort de la Pompelle, qui est aux abords de Reims, les troupes françaises vivent les premières heures d'une guerre de position que les Allemands ont décidé de nous imposer pour tenter de réparer leur échec. Une guerre qui va durer 4 ans, 4 longues années, et qu'aucun état-major n'avait prévu. Une guerre d'usure, sinistre, monotone et cruelle, dans un décor lunaire. Une chienne de guerre, celle des tranchées et de la boue, celle de Verdun et du chemin des Dames, où l'ennemi n'est pas seulement le Boche, mais l'ennui, le froid, la peur, la mort. Ce monstre froid va dévorer près de 9 millions d'hommes à travers toute l'Europe. Un seul moment héroïque l'attaque. En avant, en avant. Sortir de son trou, se lever, courir sous les balles à travers le terrain labouré par les obus et abreuvé de sang. Mais pour aller où? Nulle part. Chaque mètre conquis ou perdu coûtera la vie à des milliers d'hommes. Et voilà, l'attaque est finie. Là-bas, entre les barbelés, ils ont laissé leurs meilleurs amis. Pour ceux de la relève, ce sera leur tour, demain ou après-demain. Ainsi, en 4 ans, le piou-piou allait devenir le poilu. Et pour vous, qu'est-ce qui reste de toute cette guerre, de toute cette misère, de toute cette... Qu'est-ce qui reste? Il restait rien. La fatigue. La mémoire. C'est tout. Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés dans la première argile et la première terre. Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre. Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés.